Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Olamania du Château d'Yverdon-les-Bains. Merci aussi aux autres participants qui sont tranquillement chez eux, j'espère, avec un petit thé ou un petit apéro. Très content et satisfait du succès de la conférence parce qu'il y a eu 120 inscrits. Donc, je pense qu'ici, on est au moins une trentaine. Donc, voilà, la plupart, ils sont en virtuel. Je me présente, je m'appelle Sylvie Mona, je suis la déléguée à la durabilité pour la ville d'Yverdon-les-Bains. Et ce soir, j'ai le grand plaisir d'assurer le rôle de modératrice avec la précieuse aide de mes deux collègues de l'urbanisme, Sarah Diaz et Vincent Wenger, que je tiens chaleureusement à remercier. Ils ont fait un grand travail de l'ombre. Je voulais aussi vous dire que ce soir, c'est une grande première pour nous, parce qu'en fait, on fait une conférence tant en webinaire qu'en présentiel. Donc, on espère vraiment qu'il n'y a pas de couac technique et que tout se passera bien. D'ailleurs, nos deux intervenantes ont aussi choisi ces deux modes de présence. Juste pour des petites questions techniques, pour les personnes qui nous suivent en webinaire, vos caméras et vos micros sont éteints, tout est normal. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat tout au long des conférences. Nous proposons d'y revenir à la fin, en même temps que les questions dans la salle. La conférence étant filmée, elle sera disponible sur le site internet de la ville dans quelques jours. J'ai désormais le plaisir de passer la parole à Madame Carmen Tanner, vice-syndic et en charge de l'urbanisme, la durabilité, des ressources humaines et de la culture. Voilà, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette 5e conférence, une conférence qui s'inscrit dans un cycle lancé par le service de l'urbanisme en collaboration avec les différents services de la ville. Alors, ce cycle aborde des thématiques importantes pour les villes, pour la ville d'Yverdon-les-Bains, en lien avec la refonte de notre plan directeur communal et ainsi que des projets urbains que nous avons. Les sujets traités dans ce cycle de conférences étaient l'égalité des genres dans les cours d'école, la place du piéton, la nature en ville, l'attractivité des centres-villes, toutes des thématiques que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et ce soir, nous abordons une autre thématique importante, soit les défis des villes face au réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, j'ai envie de le dire, on ne le présente plus et il n'est plus à démontrer, je ne vais pas revenir là-dessus, mais peut-être a-t-il fallu le 5e rapport du GIEC en 2014 pour s'en rendre compte. Celui-ci prédisait 1,5 degré d'augmentation d'ici 2030 et probablement plus de 2 degrés d'ici 2050. Alors, ce rapport, il a un petit surnom au sein de la communauté scientifique qui s'appelle le rapport de la fin du monde. Ambiance. On attend bientôt le 6e rapport du GIEC qui va paraître en 2022, mais on a déjà pu découvrir sa première partie cet été et qui confirme pour l'essentiel les conclusions des rapports précédents. Alors, je ne sais pas si on doit se réjouir de son petit nom futur, parce que finalement, on voit que, et on a vu cet été, que c'est effectivement assez apocalyptique. Il y a eu des feux de forêt en Italie, en Grèce, au Canada, où on a pu apprendre des mots, des noms comme dôme de chaleur, ambiance science-fiction, et puis aussi les inondations en Allemagne, en Belgique, et bien sûr, vous autres Yverdonois, Yverdonoises le savez aussi chez nous. Heureusement, à Yverdon, il n'y a pas eu de morts, des dégâts matériels, mais cela a duré néanmoins 6 semaines, 6 semaines intensives d'état d'alerte, de travaux et de suivi. Je profite de l'occasion pour remercier les services, les personnes concernées, les équipes de notre administration communale, parce que je sais que certains d'entre elles sont derrière la caméra, derrière l'écran plutôt, je devrais dire. Alors finalement, quel est le rôle des villes dans ces mécanismes mondiaux? Je vois 3 raisons d'être actifs sur cette thématique. La première, c'est que, comme on l'a vu, comme je l'ai dit, c'est principalement à notre échelle qu'on subit les conséquences du réchauffement climatique. Deuxième point, c'est qu'on a une forme de responsabilité, de responsabilisation là-dedans. C'est dans les villes où se concentrent finalement les services et les besoins qui sont générateurs de CO2. Et puis la troisième raison, c'est que nous sommes finalement une corvette. Alors l'image n'est pas
pas très adapté à la soirée, je conviens. Mais ce qu'ils vont voir derrière, c'est l'idée d'une agilité. Nous sommes rapides, nous sommes à taille humaine au niveau d'une ville, et on voit que cela prend du temps au niveau mondial et même national de mettre les choses en place. Et là, je fais le lien avec le refus de la loi sur le CO2 et une certaine déception au niveau des villes de ne pas avoir eu aussi de l'aide au niveau de cette loi. Néanmoins, c'est clair, nous avons besoin de réglementation à d'autres échelles, c'est impératif. Alors, qu'est-ce que nous faisons à Yverdon-les-Bains? Eh bien, si on regarde le passé, nous n'avons pas à rougir. Nous sommes une des premières villes suisses à avoir mis en place l'agenda 21 au début des années 2000. Nous sommes une ville labellisée Cité de l'énergie depuis 2010 et les différents services communaux ont mis en place des politiques sectorielles avec des éléments en lien avec la diminution du CO2. Et si on regarde le futur, eh bien, nous sommes en train de travailler un plan climat. Ceci va être abordé rapidement par la déléguée à la durabilité, que je remercie. Et puis, finalement, on répond à ce besoin de mettre les bouchées doubles sur cette thématique-là pour avoir une vision pleine et transversale. Parce que finalement, ce sera le mode de conclusion pour mon intervention. Nous devons d'attaquer ce défi climatique avant qu'il ne nous attaque. Voilà, merci de votre attention et bonne conférence à toutes et à tous. Merci, Madame Tanner. Avant de passer la parole à nos deux intervenantes, je suis chargée de vous faire un bref aperçu du contexte yverdonois concernant la thématique de ce soir. Donc, le climat, comme vient de le dire Madame Tanner, et la durabilité d'ailleurs, sont des thématiques transversales. Donc, ça concerne tous les services de l'administration, donc l'action communale, mais il est aussi important de le déployer auprès de la société civile, comme les écoles, les entreprises, par exemple. Yverdon-les-Bains s'engage pour le climat et la durabilité depuis de nombreuses années. D'ailleurs, plusieurs politiques sectorielles sont déjà en cours. J'en cite juste quelques-unes pour vous donner un peu une idée. Par exemple, nous avons un plan directeur des énergies avec des objectifs de réduction des émissions de CO2 et des promotions des énergies renouvelables, un plan directeur de la mobilité douce, un plan directeur nature qui a été récemment validé et qui a d'ailleurs été présenté lors de la dernière conférence organisée par le service de l'urbanisme en collaboration avec le service des travaux et de l'environnement, dont le but est vraiment de préserver et favoriser la nature et la biodiversité. Nous avons également une stratégie d'arborisation tenant compte du réchauffement climatique dans le choix des essences. Et même du point de vue de la santé, le service des sports a entamé un travail sur le diagnostic santé de la population yverdonoise. Si vous permettez, nous avons déjà planté plusieurs graines. Il nous reste encore à en planter plein d'autres, mais on est sur un bon début. Ces politiques, de plus, se déploient aussi auprès de la société civile, en passant le rappeler, parce que nous proposons différentes incitations financières qui vont autant dans l'installation de panneaux solaires que pour une mobilité durable ou encore la promotion de la biodiversité par des toitures végétalisées ou des haies indigènes, par exemple. En mars 2020, la ville s'est aussi dotée d'une stratégie de durabilité à l'horizon 2030, donc Agenda 2030, dont le climat représente l'une des 8 thématiques de cette stratégie. L'objectif de cette stratégie était de donner un cadre de référence commun et démontrer l'interdépendance des enjeux. Comme de nombreuses villes en Suisse romande, mais aussi partout dans le monde, Yverdon-les-Bains a décrété l'urgence climatique. Il est donc important de mettre ce focus sur les enjeux climatiques. Nous venons, comme Madame Tanner vient de le dire, de démarrer en fait ce projet de plan climat. L'idée, c'est vraiment, à partir d'un diagnostic de ce qui se fait déjà, de se mettre en commun tous ensemble pour construire un plan d'action climatique. Sans oublier non plus de le faire dans une perspective de durabilité afin de tenir compte tant des enjeux économiques et sociaux. Par exemple, il faudra être attentif à ne pas accroître les inégalités sociales. Nous sommes donné un peu un challenge aussi. Bon, nous avons un peu une pression par Lausanne, si je peux me permettre de le dire, qui a fait un super travail en peu de temps. Donc, on essaye aussi de donner une année pour aboutir à un premier plan climat, une première étape. Mais en fait, ça reste toujours une démarche d'amélioration continue. Donc, ça ne va être qu'un premier pas. Nous souhaitons impliquer la société civile, mais aujourd'hui, la manière de l'impliquer reste encore ouverte.
Je vous rappelle, en 2018, nous avions mené une démarche participative très large pour la mise à jour de l'agenda 21 qui nous a vraiment permis de récolter de nombreuses idées et projets. J'oserais dire qu'aujourd'hui, l'enjeu actuel, c'est plutôt de savoir comment créer de l'adhésion. Et c'est pour ça qu'on a cette soirée, en fait, et je remercie d'ores et déjà nos deux intervenantes qui vont nous inspirer et nous nourrir dans notre démarche de plan climat. Une démarche qui ne fait que commencer et qui nous invitera sûrement à nous améliorer continuellement. Avant de passer la parole à notre première conférencière, Madame Juliane Steinberger, je me permets juste de dire quelques mots. Elle nous présentera en fait le questionnement de métabolisme de nos villes et de la manière de réduire les impacts environnementaux d'une manière socialement juste et adaptée au contexte. Madame Steinberger possède un doctorat en physique au MIT. Elle est revenue en Europe et a changé de domaine, se penchant vers les conséquences environnementales des activités socio-économiques. Elle a ensuite poursuivi un postdoctorat en écologie industrielle aux universités de Lausanne et de Zurich. Elle a ensuite travaillé à Vienne comme chercheuse à l'Institut d'écologie sociale, puis devient professeure ordinaire aux universités de Leeds au Royaume-Uni et à Lausanne, où elle enseigne aujourd'hui l'écologie sociale et l'économie écologique. Elle est également membre des auteurs du rapport du GIEC. Ses travaux examinent les interconnexions entre l'utilisation des ressources biophysiques, donc autant énergie que les émissions, et la performance sociétale, donc focalisée sur le bien-être humain. Je lui souhaite la bienvenue et je lui passe la parole sans plus tarder. Merci. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Vous voyez Ok, je vais essayer de partager mon écran pour passer. On voit la présentation, Madame Steinberger. Ok. Alors, désolée, j'ai trop fermé de fenêtre. On va recontinuer avec cet essai. Mais je pense que ça va mieux marcher cette fois. Alors, en tout cas, merci d'être ici avec moi, malgré et puis de m'inviter à être avec vous, malgré les aléas techniques et les potentiels de la technologie. Et là, c'est en train de faire. Ok, on y arrive. Alors, je pense que là, vous commencez à voir l'écran. Oui. Super. Alors, on va y aller carrément parce qu'on a déjà perdu quelques minutes. Je vais vous donner un court aperçu de l'urgence climatique. Je vais vous parler un petit peu de ma recherche. Donc, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, quels sont les obstacles à surmonter? Et je vais ensuite parler de quelques pistes d'action. Alors, comme vous l'avez dit, les bases scientifiques de l'urgence climatique sont maintenant bien établies. Je veux juste montrer quelques graphiques qui, j'espère, donne un ordre de grandeur de ce qui se passe. Donc, sur ce graphique, c'est un graphique qui provient du rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré, qui montre en fait que nous sommes sortis de l'Holocène. Donc, l'Holocène, ce n'est pas un mot qu'on connaît dans le langage courant, mais l'Holocène, c'était le climat qui était notre demeure, notre habitat pendant les 12 000 dernières années. Et depuis la dernière ère glaciaire, et dans cette Holocène, c'est pendant cette Holocène que notre espèce a pu se développer, a pu développer l'agriculture, donc toutes les plantes comestibles, a pu développer les villes, l'écriture, tout ce qu'on appelle civilisation. Ça, c'est parce qu'on était dans cette Holocène, une zone de température tiède, stable, qui ne varie que de 1 degré. Donc, vous voyez cette zone rose sur le graphique, ça c'est la zone de température de l'Holocène qui ne fait que 1 degré. Nous en sommes sortis il y a peut-être de ça 5 ans. Et vous voyez où nous sommes actuellement. Nous sommes à 1,2 degré de réchauffement au-dessus de l'ère pré-industrielle.
Ça, c'était la température mesurée en 2020, qui est montrée par un cercle jaune. Et nous sommes en train de réchauffer la planète à un rythme absolument épouvantablement rapide de 0,5 degrés par décennie. Donc, pour se rendre compte, ça fait 12 000 ans que nous habitons dans un climat qui était à l'intérieur d'une différence de température de 1 degré. Et maintenant, 1 degré, c'est simplement les 20 prochaines années. Nous aurons déjà réchauffé la planète de nouveau de 1 degré de plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur notre trajectoire actuelle, nous courons absolument à une catastrophe et que ça va être tout ce qu'on veut de cataclysmique. C'est un changement climatique que la planète, avec d'une rapidité que la planète n'a probablement jamais connue, certainement depuis 10 millions d'années. Ce que ça représente en termes d'extinction potentielle d'espèces, donc à quel point ce réchauffement rapide est en train de mettre en jeu les capacités du vivant à s'adapter et même à exister. Et ça, vous pouvez voir le pourcentage d'espèces qui sont à risque d'extinction d'ici 2100, qui serait en dessous de 10%, ce qui est déjà énorme pour les vertébrés, les plantes et les insectes, si on reste en dessous des 1,5 degrés, entre 10 et 18%, entre 8 et 18%, si on va vers les 2 degrés, et vers les 3 degrés qui serait notre trajectoire actuelle, on arrive à un quart des vertébrés et près de la moitié des plantes et des insectes qui seraient à risque d'extinction d'ici 2100 au niveau global. Donc on voit que c'est vraiment un choc incroyable pour le domaine du vivant. Il est juste inconcevable de voir ces résultats et de penser que nos civilisations humaines stables peuvent survivre à un tel choc. Donc le réchauffement climatique remonte dans le temps de notre planète, les températures que le genre humain n'a jamais connues. Donc on est en train de remonter, parce que dans le passé lointain de notre planète, les températures étaient plus chaudes qu'elles le sont actuellement. Et d'ici 2030, nous aurons remonté à une température qui correspond à il y a 3 millions d'années sur notre trajectoire actuelle. D'ici 2040, si nous réduisons massivement nos émissions. Et ça, c'est des zones de température qu'en fait que l'espèce, voire le genre humain n'a jamais connues. Si nous continuons sur notre trajectoire actuelle, ce serait 50 millions d'années en un siècle ou en 130 ans, ce qui est comme j'ai dit. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes sur une trajectoire qui a été prédite, qui a été prévue et par ce graphique qui montre la concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère sur la gauche, la température de réchauffement sur la droite. Et ce graphique a été fait dans les années 80. Donc, vous voyez que ce qui a été mesuré et ce qui a été prédit est plus ou moins exactement juste. Une prédiction de 40 ans, ce qui est quand même épatant, pour la concentration du dioxyde de carbone. Pour la température, ils étaient un peu optimistes, ils auraient pensé que c'était plutôt 1 degré. Et ce graphique, c'était un rapport interne d'Exxon, donc une des plus grandes compagnies pétrolières au monde, maintenant ExxonMobil, qui a écrit ce rapport en interne, qui a gardé l'information pour eux, qui savait exactement dans quel avenir ils nous envoyaient et qui ont continué de mentir, de faire du déni climatique, etc. Et donc ça pose des questions par rapport à notre système économique et nos systèmes politiques, si on a des très, très grandes entreprises qui nous ont poussés dans cet avenir et dans ce présent. Alors, pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus optimiste, peut-être, est-ce que c'est possible de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires? Donc ça, c'est le sujet de mes recherches. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie du donut de Kate Raworth, mais c'est un double défi en fait. Nous avons un plafond écologique, ça c'est l'extérieur du donut, et un plancher social, l'intérieur du donut. Le plancher social, ce serait les conditions de vie qui permettent aux gens de vivre bien, nourriture, santé, logement, etc. Le plafond écologique est constitué des limites à ne pas franchir, et entre les deux, il y a cet espace juste et sûr pour l'humanité qui serait ce donut. Et notre question de genre, c'était est-ce que cet espace existe? Est-ce que nous pouvons le mesurer et le regarder dans les pays internationaux actuellement? Et les résultats sont en fait que non. Donc, on regarde un pays comme la Suisse et vous pouvez voir que la Suisse dépasse beaucoup de limites planétaires
7 sur les 8 que nous avons mesurés, non, 6 sur les 8 que nous avons mesurés, je crois. 6 sur 7, je ne me souviens plus exactement de ce qu'on avait comme total. Mais par contre, a atteint la plupart des seuils sociaux. Il y en a certains qui n'étaient pas mesurés dans les données. Par contre, un pays comme le Sri Lanka, en contraste, ne dépasse pas les limites biophysiques, aucune. Mais par contre, n'atteint que 3 des seuils sociaux et peut-être un 4e presque. Donc, on voit qu'il y a un très grand contraste. Et en fait, ces pays sont représentatifs. Donc, sur ce graphique, ce qu'on a représenté, c'est le nombre de limites planétaires dépassées sur l'axe horizontal, le nombre de seuils sociaux atteints sur l'axe vertical. Et on peut voir que le Sri Lanka et la Suisse sont dans des quartiers plus ou moins occupés par d'autres pays. Il y a un quartier occupé qui est aussi le pire des deux mondes, c'est-à-dire ne pas atteindre beaucoup de seuils sociaux et dépasser beaucoup de limites planétaires. Par contre, le quartier qui est très très vide dans ce graphique, c'est où nous voudrions être, ou même où nous devons être, ne pas dépasser les limites planétaires et atteindre les seuils sociaux. Donc la question de la recherche devient ensuite comment est-ce qu'on arrive là depuis ici, où nous sommes actuellement, ce qui n'est pas le meilleur cadre. Du coup, question, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible? La réponse est non, pas dans la réalité internationale actuelle. Donc ça, c'est un peu déprimant, mais du coup, nous nous sommes posé la question, pouvons-nous imaginer et modéliser un avenir différent? Alors, oui, bien sûr. Dans ce cas-ci, nous nous sommes basés sur la théorie de Decent Living Energy du professeur Narasimha Rao de Yale University. Cette théorie fait le lien entre les besoins humains et des niveaux minimums de services énergétiques. Notre modèle prend en compte des avancées technologiques, l'égalité de distribution et une décroissance de la demande énergétique. Et je vois que ce slide est un petit peu ancien. Notre publication a été acceptée l'année passée déjà. Et publiée l'année passée. Alors, à quoi représente une énergie suffisante? C'est une question, bien sûr. Donc, on a des services énergétiques. La nutrition, c'est quelque chose d'assez reconnu. Par contre, ça dépend de la démographie. Il y a des personnes qui sont plus jeunes, plus âgées, qui ont besoin d'autres besoins de nourriture. Donc, notre modèle prend cette démographie en compte. On peut avoir, par exemple, des surfaces chauffées ou refroidies, des surfaces habitables qui sont chauffées ou refroidies à 20 degrés. Là, on a dit 15 mètres carrés par personne à voir. Ça semble petit, certainement, depuis la Suisse, mais c'est plus qu'ont beaucoup de monde de personnes de par le monde. Et c'est une surface chauffée ou refroidie tout le temps. De l'eau propre, la communication, donc téléphone, ordinateur, mobilité, donc quand même des milliers de kilomètres par année, de la santé et de l'éducation. Aussi, bien sûr, toutes les énergies grises nécessaires pour les équipements et les infrastructures. Les résultats de notre modèle, donc là, on les a contrastés avec les modèles de référence de l'Agence internationale de l'énergie, qui est leur scénario de référence est en rouge. Donc, on voit l'énergie passée en hexajoules et à venir. Donc là, ils sont sur une courbe croissante. Et ensuite, ils avaient des scénarios pour rester autour des 2 degrés ou en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique, qui sont plutôt des scénarios de stabilisation en orange et en jaune. Il y a un autre scénario qui était d'une décroissance de la consommation d'énergie en bleu et le nôtre en vert. Donc, ce que nous avons modélisé, c'est qu'une énergie suffisante aux besoins de tous en 2050 utiliserait 40% de notre consommation actuelle malgré la croissance démographique. Donc, deuxième réponse, bien sûr, comme c'est de la recherche, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires est possible? Et la réponse est oui, mais seulement grâce à une transformation complète axée sur la suffisance, l'équité et l'efficacité maximale. Donc, c'est possible en théorie, mais ce n'est pas du tout gagné dans la réalité, ça c'est clair. Si c'est possible, quels seraient les obstacles à surmonter? Et là, l'obstacle, bien entendu, est la voiture, pas d'arbre. En gros, pour faire vite, nos systèmes économiques et politiques basés sur la croissance et le profit à tout prix nous empêchent vraiment d'avancer dans une direction durable ou saine, on va dire. On a publié par exemple une étude sur l'économie politique de la dépendance automobile. On a étudié l'historique de l'industrie automobile, de l'infrastructure routière, des routes et des parkings, de la planification urbaine, de l'abandon souvent délibéré des transports publics et la culture de la voiture. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit vraiment, donc là, vous n'allez pas pouvoir lire quoi que ce soit, mais on voit que c'est juste pour expliquer que c'est un système
qu'il y a vraiment un verrouillement qui est auto-cohérent et qui est auto-stabilisateur, où l'économie politique du système fait que la dépendance à l'automobile est toujours poussée de plus en plus dans les mœurs, de façon à ce que les gens ne puissent en fait plus vraiment exister, si possible, sans voiture. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais si vous voulez, on pourra en discuter. Donc, quelles seraient ensuite les pistes d'action? Les pistes d'action, là, on voit Alexandria Ocasio-Cortez qui participe à une action de jeunes activistes pour le climat aux États-Unis qui sont en train de demander des nouvelles politiques économiques, en fait, qui demandent des emplois verts, qui demandent un Green New Deal. Mais du côté de la recherche, à quoi est-ce que cela représente? Qu'est-ce qui nous permettrait, en fait, au niveau socio-économique, d'avoir des pistes d'action pour exister d'une façon saine à un niveau de consommation de ressources beaucoup plus bas? Alors là, c'est une étude qui a été publiée juste cette année par mon doctorant Yefim Fogel. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'interaction entre la consommation énergétique et les besoins humains et les facteurs d'approvisionnement. Et là, ce qu'on appelle les facteurs, les provisioning factors, c'est des facteurs d'approvisionnement, c'est des facteurs socio-économiques. Et ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'un facteur est bénéfique? Si un facteur est bénéfique, ce qu'il permet de faire, c'est tout simplement, c'est qu'il permet d'atteindre un bon niveau de développement humain à une consommation énergétique plus basse. Par contre, si c'est un facteur détrimental, si c'est un facteur négatif, il va pousser vers le haut la quantité d'énergie nécessaire pour atteindre un certain niveau de satisfaction de besoins humains. Et en résumé, on voit qu'on a des facteurs, donc les facteurs qui sont en vert, qui sont très, très, très clairs, qui sont des facteurs positifs, et des facteurs en rouge qui sont des facteurs négatifs. Et ça, c'est juste quelque chose qui sort des données. Donc, c'est pas, on a fait la même analyse sur tous ces indicateurs. Et ce qu'on voit, c'est que la qualité des services publics, la santé publique, les infrastructures de transport, l'accès à l'électricité, l'accès aux combustibles propres, la population urbaine, bravo Hilardon, et l'égalité des revenus et la qualité démocratique sont tous des facteurs positifs qui permettent aux sociétés de subvenir aux besoins de leur population avec moins de ressources qu'autrement. Par contre, l'extractivisme et la croissance économique dans les pays les plus aisés, donc la Suisse, par exemple, sont des facteurs très négatifs. Alors, quels seraient des principes alternatifs pour des politiques sociales, climatiques et intégrées post-Covid? On a écrit ce petit rapport en 2020 qui regardait quelles seraient les politiques qui nous permettraient vraiment de faire les choses bien différemment. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Peut-être qu'on pourra parler un petit peu de ce genre de politique autour de nouveaux buts socialement justes et écologiquement sûrs, d'infrastructures vertes, de différents systèmes d'approvisionnement, de protéger les conditions environnementales. Au niveau social, d'avoir accès à des services de base universels, d'avoir des revenus de base minimum ou des emplois garantis, d'avoir une équité de distribution et au niveau de notre organisation politique, plus de démocratie, plus d'organisation économique orientée vers le bien-être, de la coopération et peut-être des alternatives à nos systèmes monétaires actuels. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas pris trop longtemps. Non, vous avez été très rapide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Steinberger, pour cette intervention très riche et, j'ose le dire, encourageante. Notre deuxième conférencière, nous souhaitons en fait vous proposer une expertise pratique. Donc, nous avons voulu vous présenter également l'exemple de la ville de Lausanne. Pour rappel, la ville de Lausanne, et pour lutter contre les changements climatiques, se fixe les objectifs suivants. 0 émission directe d'ici à 2030 pour la mobilité et 0 émission pour le somme des émissions directes au plus tard à 2050. Des mesures de réduction des émissions couplées à des mesures sociales et d'adaptation au changement climatique feront de Lausanne une ville zéro carbone et 100% solidaire. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Anne Roche, responsable de l'unité climat de la ville de Lausanne, qui nous parlera et présentera ce bel exemple de plan climat.
Madame Roche a étudié les sciences de l'environnement à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et a obtenu un DAS à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Elle œuvre depuis plusieurs années dans le domaine du climat et de l'environnement. Elle a rejoint la ville de Lausanne en 2020, où elle dirige dès lors le plan climat de la ville. Je lui souhaite également la bienvenue et je me réjouis de découvrir son exemple. Bonsoir à toutes et à tous, que vous soyez en présentiel ou en ligne. Je suis effectivement Anne Roche, responsable de l'unité climat de la ville de Lausanne. Je suis ravie d'avoir reçu cette invitation de la part de la ville d'Yverdon, que j'aimerais aussi remercier pour avoir la chance de vous parler aujourd'hui du plan climat de la ville de Lausanne. Je suis ravie d'être ici, mais je dois vous dire que je suis aussi un petit peu troublée. Ça me fait tout drôle en fait de prendre la parole comme ça face à un certain nombre de personnes, tout en sachant qu'il y en a beaucoup plus derrière l'écran. Tout en passant aussi après une chercheuse de renom comme Madame Steinberger, alors que j'étais au courant de tout ça. J'étais au courant du setting, j'étais au courant de la première intervenante. Et c'est là qu'on se rend compte finalement que se représenter quelque chose ou le vivre, c'est toujours deux choses légèrement différentes. Et je pense que ce sera exactement la même chose pour les changements climatiques. On en a tous une représentation. On sait qu'ils vont se produire, on les vit déjà en partie, on sait qu'ils vont se renforcer. Et malgré tout, je pense qu'on a beaucoup de peine en fait à ressentir ce qu'on ressentira le jour où ça se produira réellement. Donc, je ne vais pas faire trop long sur ces changements climatiques, on en a déjà parlé ce soir, mais finalement, la Suisse vit ou a vécu déjà, a expérimenté une augmentation de la température moyenne plus importante que la moyenne mondiale. Donc, en Suisse, on a déjà une augmentation des températures moyennes de l'ordre de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et puis, on sait que selon nos scénarios d'émissions, selon si on arrive à réduire nos émissions ou pas, les changements climatiques à venir seront plus ou moins intenses d'ici la fin du siècle comparé à la fin du siècle dernier. Donc, si on continue un petit peu sur notre trajectoire actuelle, si on continue nos modes de vie actuels à émettre de la même manière qu'actuellement, on aura des augmentations de température vers la fin du siècle de l'ordre de 4 à 7 degrés en été, 3 à 5 en hiver. On aura une augmentation des précipitations, mais le signal est moins marqué que pour les températures en hiver, essentiellement sous forme de pluie, puisqu'il fera plus chaud, on aura évidemment moins de neige, et une diminution en été. Si on arrive à réduire par contre de façon drastique nos émissions, on arrivera à contenir ce réchauffement climatique de l'ordre de 0,7 à 2,4 degrés en été et 0,6 à 2 degrés en hiver. L'augmentation des précipitations sera aussi plus faible en hiver que dans le premier scénario où on continue comme jusqu'à maintenant avec nos émissions et la diminution sera moins marquée en été. Vous avez cette courbe en dessous que vous connaissez sûrement, que vous avez sûrement vue. Elle est issue, et ainsi que les chiffres des scénarios de la Confédération qui ont été faits conjointement avec Météo Suisse et les PFZ, ces fameux scénarios CH 2018. Donc, si l'augmentation moyenne des températures inquiète, on peut penser par exemple à la fonte de nos glaciers et aux problèmes d'approvisionnement en eau qui pourraient en découler, à la survenue de nouvelles espèces qui vivaient jusqu'ici uniquement dans des régions plus chaudes du monde. Il y a aussi les événements extrêmes qui sont réellement inquiétants, puisqu'ils vont devenir plus intenses et plus fréquents. On peut penser aux sécheresses intenses qui vont conduire à des impacts en fait sur notre système de production agricole, notre système agroalimentaire, mais aussi à des précipitations, des événements de précipitations intenses, donc, durant lesquels beaucoup de pluie tombe sur un espace de temps très court, qui vont en particulier en contexte urbain, j'y reviendrai plus tard, conduire à des problèmes de gestion des eaux de ruissellement, des problèmes d'inondation. Et puis finalement, on peut aussi penser à ces fameux jours et nuits tropicaux, durant lesquels, par exemple, pendant la nuit, en fait, les températures ne baissent pas suffisamment, engendrant des problèmes de sommeil et puis aussi des problèmes durant la journée. Si on a des températures extrêmes, je pense que la plupart d'entre nous travaillent dans des bureaux, on a encore cette chance-là d'être un petit peu protégé, on va dire, par rapport à ces températures extrêmes. Mais on peut penser aux gens qui travaillent sur des chantiers, par exemple, ça pose des problèmes importants. Pour devenir un peu plus concret, peut-être, on peut penser aux inondations de 2018 à Lausanne. Ça avait passablement marqué les esprits à Lausanne. Cet été, la vice-syndic l'a mentionné, il y a eu aussi des problèmes ou des inquiétudes par rapport au niveau du lac de Neuchâtel cet été.
L'Allemagne a été extrêmement durement touchée par des inondations. Elle a un climat qui n'est pas très différent de chez nous, des moyens de réaction, des moyens d'action qui ne sont pas très différents de chez nous. Ça soulève pas mal d'inquiétudes. La canicule de 2003 également, alors je ne sais pas où vous étiez, mais je pense que vous vous en rappelez. Moi, je me rappelle particulièrement bien. J'étais en train de préparer des examens pour les PFL et je pense que j'avais à peu près la même tête que le monsieur sur l'image, c'est-à-dire que j'étais en souffrance. Alors, je n'avais pas de ventilateur personnellement, mais j'étais clairement en souffrance. Donc, ces changements climatiques sont des thématiques qui inquiètent de plus en plus aussi bien la population que nos politiques. On voit, par exemple, à la ville de Lausanne, il y a de nombreux objets du conseil communal qui traitent de ces questions climatiques. Vous lisez tous les journaux, vous voyez aussi les différents mouvements activistes qui alertent aussi sur ces questions-là. La ville de Lausanne a élaboré ce plan climat l'année dernière, mais il faut dire aussi que la politique climatique, je dirais qu'elle n'est pas complètement nouvelle à la ville de Lausanne non plus. La ville de Lausanne a déjà entrepris de nombreuses actions depuis longtemps dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la durabilité. Ce n'étaient pas des actions qui étaient labellisées en tant qu'actions climatiques, mais qui allaient déjà dans le sens finalement aussi de la protection du climat et de l'adaptation au changement climatique. Le plan climat en tant que tel a été élaboré l'année dernière. Il est sorti en début d'année. Il a été présenté par la municipalité le 13 janvier et adopté par le conseil communal de la ville en mai. Donc, qu'est-ce que ce plan climat finalement? C'est un document stratégique qui présente une vision pour la ville de demain avec différents objectifs, j'y viendrai tout à l'heure, à 2030, à 2040 et à 2050 en termes d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et qui présente aussi tout un catalogue de mesures. Il traite, comme à peu près tous les plans climat, d'atténuation. Qu'est-ce qu'on entend par atténuation? C'est la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et il traite également d'adaptation, donc comment faire pour vivre convenablement dans un climat changeant. Peut-être une particularité un petit peu lausannoise, c'est qu'il a une composante sociale forte, contrairement peut-être à d'autres plans climat qui mettent un petit peu moins l'accent là-dessus. La municipalité de Lausanne est convaincue que la transition doit se faire avec toutes et tous et pour toutes et tous. Donc, si on en vient à la structure de ce plan climat, on a tout d'abord un bilan des émissions qui sert à faire le diagnostic de la situation initiale, de voir finalement quels sont les secteurs qui émettent le plus actuellement et puis de pouvoir ensuite dériver des actions et des objectifs basés sur ces émissions. Il présente ensuite la vision de la municipalité pour la ville de demain. La municipalité a décidé d'avoir des objectifs chiffrés pour certaines catégories d'émissions. On les appelle les émissions directes. Je reviens là-dessus sur ce concept à la slide suivante, et des actions pour toutes les émissions. Je vous expliquerai aussi pourquoi on a des objectifs chiffrés sur certaines et pas sur toutes. Elle explique aussi sa position concernant les émissions négatives. On y reviendra, comment s'adapter de façon optimale, des grands principes, je dirais, et puis sa position justement sur l'accompagnement aussi de cette transition finalement pour éviter des impacts sociaux et économiques néfastes. Il y a une présentation des enjeux par domaine pour ce qui est de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle aborde aussi la question de la gouvernance, où elle explique notamment la création de cette unité climat qui n'existait pas l'année dernière. Elle a été créée suite à ce plan climat. Quelques grandes lignes pour la participation et le monitoring que l'on va mettre sur pied prochainement. Et finalement, ce catalogue de 170 actions qui sont structurées en 49 axes d'action dans 12 domaines. Donc, on va commencer avec ce bilan des émissions. Je vais vous présenter un petit peu ces différents éléments que je viens d'évoquer. Donc, les émissions de gaz à effet de serre à Lausanne en 2019, on les décompose justement en émissions directes, c'est-à-dire que c'est les émissions qui se produisent directement sur le territoire lausannois, et en émissions indirectes. Ces émissions indirectes, elles sont dues aux activités qui prennent place sur le sol lausannois, la population lausannoise, mais elles ne se produisent pas directement sur le territoire lausannois. Pourquoi? Parce que Lausanne, comme la plupart de la Suisse d'ailleurs, a une économie fortement tertiaire, c'est-à-dire que le pull que je porte ce soir, la pomme que j'ai mangée cet après-midi, elles n'ont pas été produites à Lausanne. Donc on importe des produits et par ce faire, on exporte des émissions. Les émissions directes à Lausanne, c'est que 25%, le 75% des émissions engendrées par les Lausannoises et les Lausannois, les activités lausannoises se produisent ailleurs sur le territoire suisse ou dans le monde. Et puis ces émissions directes, elles sont dominées par le chauffage des bâtiments, la production d'eau chaude sanitaire à peu près à 60%, suivent ensuite les transports et la mobilité pour un bon 20%, et puis le traitement des déchets essentiellement pour un petit 20%.
Un Lausannois ou une Lausannoise moyenne, c'est à peu près un Suisse ou une Suissesse moyenne, puisque c'est à peu près 14 tonnes de CO2 équivalent par habitant par an, dont justement 3,3 tonnes qui correspondent à ces 25% qui sont émises directement sur sol lausannois. Ça, c'est pour les émissions. Maintenant, pour la vision. La vision, elle est assez simple et l'équation est très simple, je dirais. Plus on réduit nos émissions fortement et rapidement, alors à l'échelle mondiale, on est bien d'accord, c'est un problème qui est global, et moins les changements climatiques seront importants et finalement, plus le besoin d'adaptation sera faible. Il faut dire aussi que si on n'émettait plus du tout de gaz à effet de serre aujourd'hui, il y a une latence dans le système et certains changements climatiques se feraient tout de même ressentir, ce qui fait qu'une adaptation est nécessaire aussi en tous les cas. Donc finalement, la stratégie, elle est très simple. Ou en tout cas sur le papier. Dans les faits, bien évidemment, l'implémentation est beaucoup plus compliquée, mais en tout cas, sur le papier, c'est assez simple. Il faut réduire drastiquement nos émissions, capturer et stocker le socle d'émissions qui ne peut vraiment pas être réduit ou éliminé plutôt, et puis ensuite s'adapter. Donc, quels sont les objectifs pour ces émissions directes? Donc, encore une fois, la municipalité a décidé de fixer des objectifs de réduction pour les émissions directes, car c'est là, finalement, que la ville a le plus de prise. Il est beaucoup plus compliqué, finalement, d'agir sur les émissions indirectes, les émissions de consommation. En tant que ville, on peut faire pas grand-chose, finalement, sur les vêtements que les gens achètent, sur les ordinateurs qui sont produits ailleurs dans le monde. C'est assez compliqué d'agir. Donc, c'est la raison pour laquelle on propose tout de même des actions, mais pas d'objectifs quantifiés. Donc, les objectifs municipaux pour les émissions directes, c'est une réduction de 50% à l'horizon 2030 et un 0 net à 2050. Vous voyez en fait en bas de la figure des émissions négatives à partir de 2040. En réalité, si on arriverait à éliminer complètement les émissions de la mobilité, par exemple, et du chauffage des bâtiments, les émissions qui sont produites lors de la combustion des déchets, tant qu'on brûlera des déchets, on aura des émissions. Et donc, des méthodes de capture et stockage pour ce socle d'émissions restantes qui sont dues à la combustion des déchets seront nécessaires. Et c'est ce qui est représenté par le petit triangle bleu clair que vous voyez sur le graphique. Voilà, donc encore une fois, la ligne d'action, elle est simple, entre guillemets, il faut diminuer la consommation d'énergie et puis remplacer les énergies fossiles par des énergies bas carbone. Maintenant, on a identifié 12 domaines pour la réduction des émissions. Je ne vais pas tous vous les lire, mais entre autres, je vais revenir sur les slides suivantes sur certains exemples, en fait, certaines actions dans ces domaines d'action. On a entre autres l'énergie, les transports et la mobilité dont je vais vous parler, les bâtiments, et puis point 5, l'urbanisme dont je vais vous parler également. Donc l'énergie est bien évidemment au centre de la question climatique. La consommation d'énergie se cache un peu dans toutes nos activités, dans la mobilité, dans le chauffage des bâtiments, mais aussi dans les ordinateurs qu'on utilise, les data aussi, tout ce qui est virtuel. C'est peut-être virtuel, mais ça a un impact qui, lui, est bien réel. La consommation, tous les biens de consommation, nos vêtements ont été produits avec de l'énergie, les denrées alimentaires également. Donc les enjeux futurs, encore une fois, c'est diminuer la consommation d'énergie et passer à des énergies fossiles, passer des énergies fossiles à du renouvelable bas carbone. En termes de mobilité, des parts modales, des objectifs de parts modales ambitieux ont été fixés. Donc les parts modales, c'est la décomposition finalement des kilomètres ou des déplacements faits avec les différents modes de transport. Donc en 2015, on voit qu'on a encore 35% des déplacements qui sont faits avec la voiture, avec la mobilité, les transports individuels motorisés. Et à 2030, on aimerait passer à 15%. En termes de kilomètres, ça représente une réduction de quasiment 50% de ces déplacements. Les transports publics, la part modale des transports publics doit augmenter, ainsi que celle des piétons et particulièrement fortement celle du vélo. Comme l'a dit Silly en introduction, la municipalité vise le zéro émission directe pour la mobilité à 2030. Alors pourquoi pour la mobilité et pas par exemple pour les bâtiments? Parce que la municipalité a estimé que c'était techniquement faisable. Il y a des alternatives à la mobilité individuelle thermique. On peut penser au transport public, on peut penser à la mobilité active, mais aussi en complément à la voiture électrique.
Et puis, c'est aussi des objets, je dirais, des éléments en fait, qui ont des durées de vie assez différentes d'un bâtiment. Les enjeux économiques sont aussi assez différents. Donc là, on a vraiment l'impression que c'est un domaine en fait, dans lequel ça devrait être possible. Et finalement, ce qui l'empêche peut-être, c'est nos habitudes d'une part, et puis aussi le cadre légal actuel, les conditions cadres. Donc, je l'ai dit, augmenter massivement la part de la mobilité active, qu'elle soit à pied ou à vélo. Pour cela, on a toute une batterie de mesures qui sont prévues, mais notamment développer le réseau cyclable, améliorer la qualité des déplacements à pied, augmenter par exemple les assises aussi pour que les déplacements à pied soient possibles aussi pour des gens pour lesquels c'est peut-être plus difficile de se déplacer sur un trajet d'une certaine longueur à pied. Aussi augmenter les zones piétonnes et les zones de rencontre dans le centre-ville. Donc le but, c'est encore une fois d'augmenter les kilomètres parcourus par 7 à vélo d'ici 2030 et d'augmenter de 20% ceux parcourus à pied. Pour les transports en commun, les transports publics, il s'agit d'augmenter les capacités, la régularité et de tendre vers une desserte optimale. Il y a beaucoup de grands projets qui sont réalisés par le canton en collaboration aussi avec la ville de Lausanne. Vous connaissez, c'est le projet de tram du M3, la mise en souterrain du LEB, et puis aussi les métros M1 et M2 vont être renforcés. Donc, on vise une augmentation de 50% des kilomètres parcourus en transport public à l'horizon 2030. Maintenant, ce qui est le transport individuel motorisé, alors je pense que vous avez tous entendu parler du plan climat lausannois sous cet angle-là. Finalement, c'est ce que les médias ont retenu, c'est plus de véhicules thermiques à l'horizon 2030. C'est ce qui a capté l'attention de tout le monde. Mais finalement, c'est qu'un élément, je dirais. Le premier axe qu'on vise, c'est de diminuer en fait aussi la place de la voiture en ville, et pas seulement de remplacer les thermiques par des électriques, ce ne serait pas une solution non plus. Donc, il s'agit de diminuer de moitié les kilomètres parcourus par les Lausannoises et les Lausannois, de diminuer le taux de motorisation. Actuellement, c'est un ménage sur 2 à Lausanne qui a une voiture, et là, l'idée serait de passer à un ménage sur 4. Supprimer encore une fois les véhicules thermiques et remplacer donc effectivement les véhicules restants par des variantes qui sont non émettrices à l'utilisation. En termes de bâtiments, il faut pouvoir à la fois réduire en fait les besoins en énergie et passer à des chauffages bas carbone. Je viens à la slide suivante, mais finalement pour réduire les besoins en énergie, il faut rénover, il faut avoir des enveloppes thermiques qui soient de qualité. Actuellement, l'état du parc, il y a ce graphique qui le montre à droite, l'état du parc lausannois n'est pas très satisfaisant. On va dire que ce qui est en vert, je ne sais pas, c'est peut-être 25%, quelque chose comme ça, qui est en bon état, on va dire. Après, en jaune, voilà, l'état est relativement moyen, et puis on a plus de la moitié du parc qui est en mauvais état, ou qui présente des performances énergétiques insatisfaisantes. Le taux de rénovation actuellement est bas, c'est de l'ordre d'1% par an, et puis selon nos calculs, il faudrait pouvoir passer à un taux de rénovation de l'ordre de 3,3% par an. Ceci afin de pouvoir développer aussi un chauffage à distance bas carbone qui serait basé sur des énergies renouvelables essentiellement locales. Donc finalement, c'est aussi la demande, la consommation, la demande en énergie qui va conditionner le volume d'importation d'énergie renouvelable que l'on va devoir avoir. Et puis on sait que si tout le monde a des plans de ce style, et bien finalement il y aura une pression phénoménale sur ces énergies renouvelables. Donc voilà, il faut vraiment qu'on réussisse à réduire notre consommation, et aussi il faudra que la ville de Lausanne participe aussi à l'effort de production d'énergie renouvelable locale. Mais pour en revenir au chauffage à distance, les ambitions des services industriels lausannois sont de raccorder 75 à 80% des ménages au chauffage à distance d'ici 2050 et de l'avoir décarboné déjà plus rapidement. Donc vous voyez, actuellement, l'essentiel de la chaleur provient de Tridel, qui est donc l'usine d'incinération des déchets, et puis le reste est couvert par du gaz naturel qui sera progressivement éliminé dans les années 30 pour être remplacé par du bois, de la chaleur du lac et aussi du gaz renouvelable. Enfin, l'urbanisme, on a actuellement un plan d'affectation communale qui est en cours de révision, qui va permettre aussi là d'orienter, je dirais, dans la bonne direction, en prévoyant plus de stationnement vélo, en limitant aussi le stationnement auto, en assurant, alors là on va basculer déjà sur le volet adaptation sur lequel je reviens ensuite,
mais des choses telles que des indices de verdure et puis un nombre minimal d'arbres sur les parcelles privées, une certaine perméabilité du sol et des toitures végétalisées. Après, il faut bien dire, un plan d'affectation communale, ça concerne les nouvelles constructions ou les rénovations, mais pas les parcelles ou les bâtiments finalement auxquels on ne touche pas, qui constituent la grande partie du tissu urbain. Il y a aussi des plans de développement d'écoquartiers. Ça a commencé, le chantier a commencé aux Plaines du Loup. Ce sont des quartiers qui s'alignent sur la société de 1000 watts. Donc, on va essayer d'avoir des performances et puis je dirais, des méthodes de développement de quartiers qui soient en phase avec les enjeux climatiques. Pour les émissions indirectes, je l'ai dit, des actions sont prévues dans le catalogue d'actions, mais finalement, une ville a relativement peu de leviers d'action sur ce genre d'émissions. Donc, voilà, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sensibiliser, on peut essayer de faire changer les conditions cadres, en particulier en s'associant avec d'autres villes. Donc, c'est peut-être aussi une perche qui peut être tendue à Yverdon, qui sait. En agissant de façon exemplaire, finalement, la ville de Lausanne, par exemple, son propre parc de véhicules, est en train de le réduire considérablement. C'est vraiment, là, je pense que c'est un point sur lequel on avance vraiment très, très bien, en mutualisant la flotte et en la remplaçant progressivement par des véhicules non émetteurs à l'utilisation. Là, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Mais on le voit encore peut-être plus que pour les émissions directes. Pour les émissions directes aussi, c'est important que tous les acteurs tirent à la même corde. Pour les émissions indirectes, ça l'est peut-être encore plus. On passe maintenant au volet adaptation, mais je vais peut-être accélérer aussi un petit peu. Ouais, alors, donc l'adaptation, il s'agit de réduire les vulnérabilités et d'augmenter la résilience de la population, des écosystèmes, des infrastructures et de l'économie. C'est aussi un volet qui est un peu moins développé dans le plan climat lausannois, donc je peux me permettre d'aller plus vite. Mais finalement, les grandes problématiques en contexte urbain sont notamment les îlots de chaleur et puis cette gestion de haut ruissellement, j'en ai parlé tout à l'heure. Le grand principe d'action qui sous-tend l'adaptation, c'est de renforcer cette fameuse trame connue verte-bleue, à savoir la pleine terre, la végétation et remettre de l'eau dans les villes. Ça passe par la désimperméabilisation des sols, l'arborisation et la végétalisation. La grande mesure en termes d'adaptation du plan climat lausannois, c'est d'augmenter de 50% la surface foliaire. Alors, qu'est-ce que la surface foliaire? C'est la surface de la couronne des arbres. Pourquoi avoir choisi ça plutôt que de dire juste qu'on va planter X arbres en plus? Parce que finalement, d'avoir X arbres tout rachitiques, des petits arbres sucettes, ça n'apporte pas grand-chose, ni en termes d'îlots de chaleur, ni en termes d'interception des eaux de pluie, etc. Donc, le but, ce serait d'avoir 30% du territoire urbain qui soit couvert en surface foliaire en 2040. Donc, on exclut les forêts là, donc on parle vraiment du territoire urbain, c'est vraiment les rues, les places, etc. Je vais peut-être vous passer celle-là, mais finalement, on a des objectifs différents, des objectifs quantitatifs différents selon les types de domaines, si on parle de domaine privé, parcelle privée ou parcelle publique. Je vous passe aussi celle-là. Je vous laisserai peut-être revenir. Enfin, s'il y a des questions, on reviendra dessus. Et puis sinon, vous aurez les slides à disposition, donc vous aurez le temps de les regarder tranquillement. Comme je l'ai dit, pour la ville de Lausanne, c'est important de ne pas augmenter la fracture sociale. Il ne faut pas renforcer ces égalités qui sont déjà existantes. Il y a une première mesure qui a été proposée par la municipalité et adoptée par le conseil communal tout récemment. C'est cette subvention des abonnements de transport public pour les jeunes en formation jusqu'à 25 ans et pour les seniors à hauteur de 50%, et puis une gratuité totale moyennant un émolument pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à VSAI. Donc, où en est-on actuellement? Parce que finalement, ce plan a été validé au printemps. On est dans une phase de mise en œuvre. Il faut dire que la plupart de ces mesures, en fait, si on parle de mobilité, si on parle d'assainissement des bâtiments, si on parle de développement du chauffage à distance, ce sont des mesures de politique publique sectorielle, donc c'est pris en charge finalement par les différents services de l'administration qui s'occupent déjà de ces thématiques-là. Et puis on a une unité climat qui s'assure de la cohérence opérationnelle, de la mise sur pied d'un système de monitoring et entre autres de l'accompagnement au changement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition pour des questions. Et puis, y a-t-il des envies similaires à Yverdon-les-Bains et puis peut-être des éléments sur lesquels on pourrait collaborer? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. C'est très inspirant. Merci aussi à Madame Steinberger
C'est le moment de passer aux questions. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions? Qui se lance? Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante et très riche. Gaspard Janton, Yverdenois. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on le touche, c'est un sujet extrêmement critique et puis assez difficile, mais finalement, ce qu'on observe, c'est que la place consacrée à l'automobile en ville reste importante. À Lausanne, malgré les efforts qui sont déjà consentis, elle reste très importante et on voit que là, il y a un vrai levier communal sur la manière peut-être de transformer les habitudes qu'on possède. Je ne sais pas si Lausanne a, où est-ce qu'ils en sont de leur projet sur cette question-là. Donc, c'est en cours, mais vous avez tout à fait raison. La voiture a encore beaucoup de place à Lausanne, je dirais, comme dans toutes nos villes en Suisse. Et je pense effectivement que les territoires urbains sont des territoires dans lesquels il devrait être plus facile finalement de rééquilibrer justement ces parts modales et d'apporter moins de place à la voiture, contrairement peut-être à la campagne où c'est plus compliqué. On y travaille, je dirais. Il y a justement ces grands projets finalement de développement d'infrastructures de transport public qui sont en cours. C'est des choses qui prennent du temps. Donc voilà, on n'aura pas le M3, etc. avant 2030. Il y a des pistes cyclables qui sont créées régulièrement. Il y a justement des velléités ou des volontés de piétoniser certaines parties du centre-ville. Donc on y travaille, c'est en cours. Et oui, effectivement, il faut qu'on arrive à mieux redistribuer l'espace public urbain pour tous les modes de déplacement, effectivement. Après, voilà, je pense que c'est aussi une question d'adhésion de la population. On le sait, les commerçants, par exemple, sont aussi souvent du souci quand on ferme certains... voilà, la voiture a moins de place, finalement, en ville. Je pense qu'il y a aussi des exemples positifs dans le monde qui ont montré que ça ne veut pas dire la mort du commerce local. Mais c'est aussi à nous d'expliquer tout ça correctement et puis de faire aussi cet accompagnement. Merci. Je me permets juste de vous rappeler effectivement les deux intervenantes, même si on ne voit pas, on ne voit plus Madame Steinberger, elles sont là, donc vous pouvez sans autre adresser les questions autant à Madame Roche qu'à Madame Steinberger. Merci beaucoup. Eh bien justement, moi je vais essayer de formuler une question qui s'adresse en fait aux deux intervenants. Enfin, si je peux, elle aurait deux volets. Alors tout d'abord, le premier élément, c'est que face à l'urgence climatique qu'on a posée d'emblée dans la réflexion, un des grands enjeux, c'est que vis-à-vis de l'ampleur des changements qui sont à mener, qui ont été très bien décrits par Madame Steinberger, la question, c'est de savoir comment on va parvenir à générer ce changement. Puis un des grands débats, c'est de savoir est-ce qu'il faut renoncer à la démocratie. Alors, Madame Steinberger disait il faut plus de démocratie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup je pense que c'est un débat qui traverse notre société en ce moment, c'est cette tentation qu'on a de mettre le système démocratique de côté, puis de se dire on va obliger, parce que inciter, convaincre, ça ne suffit pas, c'est trop lent. Donc, moi, je trouve intéressant d'avoir les deux points de vue, d'une part de quelqu'un qui représente une autorité communale et puis d'autre part un point de vue de chercheur. Puis l'autre volet, ça concerne celui de l'adaptation, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé d'atténuation, vous l'avez abordé, mais je dirais quand même rapidement, et puis c'est quelque chose qui je trouve quand même assez interpellant, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, ça ne suffira pas, on ne va pas pouvoir se contenter de réduire les émissions, il va falloir affronter l'évolution du climat et gérer ce que ça induit en termes d'impacts sociaux. Mais on ne peut pas attendre non plus sur l'adaptation, il faut faire ça en parallèle. Alors, comment ça se fait que pour l'instant, c'est vu un peu en deux temps? En tout cas, dans la prise en charge du plan climat, pour l'instant, c'est nettement moins développé. Merci. Je ne sais pas si vous voulez commencer, Madame Steinberger, ou si je commence à répondre. Allez-y, allez-y. D'accord. Alors, peut-être juste une précision. Moi, je fais partie de l'administration lausannoise et je ne suis pas une politique. Donc, je pense que ce n'est pas à moi de répondre en fait à la première question, même si je peux répondre à titre purement personnel, que je pense que la démocratie est un bien commun essentiel et auquel on ne peut pas, sacrifier. Mais voilà, c'est pas à moi de répondre à ça, je ne suis pas une politique. Pour la deuxième question, alors,
Effectivement, l'adaptation est traitée un petit peu moins en profondeur que l'atténuation dans le plan climat lausannois, mais ça ne veut pas dire qu'on y accorde moins d'importance. On a été mis extrêmement sous pression, je dirais. On a travaillé vraiment très rapidement pour élaborer ce plan climat, puisque ça a été fait en moins d'une année, avec des ressources limitées. Donc, on a fait ce qu'on a pu, je dirais, mais ce n'est pas qu'on pense que c'est moins important. Donc, ça, j'aimerais peut-être voilà, juste apporter un peu de clarté là-dessus. Et puis finalement, les grands principes sont posés. Typiquement, on a quand même dit que voilà, les deux grands défis majeurs en termes d'adaptation pour la ville de Lausanne, c'est justement la gestion des eaux de ruissellement, des inondations d'une part, et la thématique des îlots de chaleur d'autre part. Il y a cette grande mesure d'arborisation, il y a aussi d'autres mesures de promotion, d'incitation pour la végétalisation des toitures, par exemple. Aussi pour des mesures qui concernent finalement cette gestion des eaux de ruissellement, dont les arbres font partie. Hein. Les arbres sont aussi un formidable comment dire, tampon, ou disons un formidable élément dans cette gestion des eaux de ruissellement. Donc, ce n'est pas qu'on y prête moins d'attention ou qu'on considère ça comme quelque chose de secondaire, c'est juste que voilà, on a fait ce qu'on a pu aussi, et puis qu'il nous manque peut-être aussi des diagnostics. Alors le bilan des émissions, justement, c'est le diagnostic en ce qui concerne l'atténuation, et puis pour l'adaptation, je pense qu'on manque aussi encore un petit peu, mais pas que la ville de Lausanne, hein, mais souvent on manque aussi encore un petit peu de diagnostic. Voilà, mais on s'y attelle, et puis je pense peut-être, je ne sais pas s'il y aura aussi des questions là-dessus, mais typiquement pour la participation, je pense que l'adaptation, en fait, les diagnostics d'usage, l'expertise d'usage en fait des citoyens est particulièrement intéressante. Voilà. Je vous laisse volontiers compléter, Madame Steinberger, pour répondre à la première question. Merci. Et puis d'abord, je voulais dire que le plan climat lausannois est tout à fait inspirant et puis ambitieux à beaucoup de niveaux. Donc, c'était très intéressant de voir votre présentation. Merci beaucoup. Et pour aborder la question de la démocratie, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien une issue de secours ou une piste accélérée à l'action climatique, ce que je comprends tout à fait. Mais en fait, je pense qu'essayer de ne pas passer par la démocratie, c'est une fausse solution. Et une des raisons pour laquelle je le pense, c'est que j'ai fait partie en tant qu'experte de plusieurs efforts autour d'assemblées citoyennes, donc de processus démocratiques qui sont, je dirais, accélérés à une plus petite échelle, mais qui peuvent vraiment faire avancer les débats, surtout s'ils sont retransmis. Donc, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on peut innover en termes de processus démocratiques, comment est-ce qu'on peut apporter la population à faire un apprentissage et avoir un débat en profondeur accéléré. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, un processus d'assemblée citoyenne peut faire. Je pense que c'est une piste très intéressante, y compris pour la Suisse. Et il y a des exemples dans le passé qui sont de très grands succès avec ce genre d'effort. Une des raisons pour laquelle la démocratie est importante, c'est parce qu'on a une intelligence collective qui dépasse largement l'intelligence individuelle des experts. Et ça, c'était quelque chose de très, très impressionnant à voir pendant les assemblées citoyennes ou les jurys citoyens auxquels j'ai participé. C'est à quel point les personnes étaient capables, responsables d'appréhender les problèmes et de trouver des réponses créatives qui n'endommageaient pas la qualité de vie d'autrui. Donc, pour donner juste un exemple, est-ce que notre système de transport est adapté aux personnes handicapées? Si on essaie d'enlever les voitures, de démotoriser notre vie, est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher la qualité de vie des personnes qui sont handicapées ou à mobilité réduite? Et puis là, tout de suite, la réponse était non, non, ça c'est exclu. On va donner le droit de la ville aux personnes qui sont handicapées à mobilité réduite. Non, on va le faire très différemment, etc. Non, c'était vraiment... il y a une énorme créativité à l'intérieur de la démocratie, mais il faut pouvoir l'accélérer, il faut pouvoir se saisir de ces questions, rendre les citoyens et la population responsables, et puis avancer de façon très, très, très rapide, beaucoup plus que nous le faisons actuellement. Et au sujet de l'adaptation, ça c'est quelque chose qui, je pense, des fois on pense que l'adaptation est une issue de secours aussi, c'est-à-dire si on a des impacts climatiques, on n'a qu'à adapter, mais les impacts climatiques qui vont arriver si nous ne réduisons pas immédiatement et massivement nos émissions, sont tout simplement inadaptables. Et ça, il faut aussi le réaliser. Donc, de toute façon, les efforts à faire sont des efforts conjoints.
Nous vous proposons de passer à quelques questions qui sont arrivées par chat. Oui, alors nous avons une première question de Madame Daniela Balin dirigée à Madame Steinberger. Elle dit, en plus des 10 facteurs de contrôle, pensez-vous du rôle de l'éducation en tant que levier pour faire changer les comportements et sensibiliser à l'importance de la décroissance pour arriver à vivre dans les limites planétaires? Je pense que l'éducation est un levier très important, mais trop lent peut-être. Donc, je fais partie d'efforts autour du pluralisme économique, c'est-à-dire qu'on essaie d'enseigner des théories économiques qui vont au-delà des théories mainstream qui sont inadéquates à notre moment actuel, pour dire le moindre des choses. Mais je pense que ça, c'est important de le faire, mais ce n'est pas ça qui va amener la transformation dont on a besoin actuellement. Donc, je pense que c'est aussi une éducation, un débat qu'il faut propager dans la population adulte, donc c'est-à-dire de tout le monde, faire passer ces discussions dans les médias de qu'est-ce que c'est qu'une économie, comment est-ce que peut marcher une économie qui n'est pas dépendante de la croissance, comment est-ce qu'on s'en tire. Donc tout ça, ce sont des questions à débattre en public, pas seulement à changer au niveau de l'éducation. Je crois qu'il faut faire les deux. Merci. Je profite pour vous poser une deuxième question posée par un spectateur ou spectatrice anonyme qui nous dit « L'exercice que nous faisions tous en ce moment même nous rend complices d'un gaspillage énergétique colossal, à savoir ce qu'on dépense à nos échanges numériques. Le monde diplomatique de ce mois laisse un tableau vertigineux de ce que nous coûte non seulement ce genre de pratique, mais le stockage multidupliqué de vidéos à la demande, dont une majorité de vidéos de chat. Comment nos politiques publiques peuvent-elles agir sur ce fléau à l'heure où la Smart City apparaît encore à certains comme la solution, ou même nos ados les plus déterminés à défendre notre monde sont peu inclins à se défaire de leurs habitudes numériques? Je ne suis pas une spécialiste de la consommation énergétique au niveau numérique. C'est un problème, c'est peut-être pas le problème le plus important au niveau des catégories de consommation énergétique. Alors, par exemple, l'automobilité en Suisse serait de loin supérieure, par exemple. Donc, si vous avez le choix entre abandonner Netflix ou abandonner votre 4x4, abandonner votre 4x4, allez-y. Mais c'est clair que toute croissance énergétique ou toute consommation énergétique se fait aux dépens d'autres catégories de consommation et qu'il faudrait aussi peut-être penser à un certain moment. C'est vrai que la communication, c'est un droit démocratique. C'est quelque chose c'est-à-dire que si on élimine la possibilité d'avoir accès à une communication, on élimine le droit au débat, le droit à la participation sociale. Donc, on ne peut pas non plus dire aux gens qu'il ne faut plus communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple. Dans notre modèle des besoins énergétiques pour tous, nous avions inclus un téléphone portable pour toutes les personnes de plus de 10 ans, je crois, et un ordinateur pour chaque ménage. Et on avait aussi inclus justement une estimation d'une certaine quantité de données numériques, une utilisation normale d'un téléphone portable. Ce n'est pas ça qui fait la très, très grosse différence. Donc, je pense que c'est important de le préserver. Il faudra peut-être se poser les questions de quelles sont les limites pour chaque personne dans la bande passante. Mais je ne pense pas qu'on est encore là, vu qu'on a toutes ces autres pistes pour éliminer la consommation d'énergie qui est gaspillée, qui sont peut-être plus grandes. Oui, bonsoir. J'avais une question en complément de cette reconnaissance des émissions directes et indirectes à vous 75-25. Est-ce que la ville de Lausanne, est-ce que c'est possible aussi de reconnaître la ville en tant que capitale qui finalement capte des gens? Et puis, je prends l'exemple d'un stade flambant neuf qui invite 10 à 12 000 personnes à venir à Lausanne, donc à se déplacer à Lausanne. Est-ce que dans cette réflexion, est-ce que c'était pris en considération? Est-ce que c'était possible? J'aurais d'autres exemples comme un musée de l'Olympisme qui effectivement souhaite inviter le plus grand nombre à faire le déplacement. C'était possible de le prendre ou est-ce qu'effectivement c'est quelque chose de, je vais dire tabou, mais de très complexe à prendre dans ces paramètres? Alors, ce n'est pas du tout un tabou, et puis ça a été pris en compte dans les émissions directes et indirectes de la mobilité. Je vais essayer de revenir sur la slide.
Donc, le bout de camembert vert qui est à droite, les 23%, si je ne me trompe pas, c'est transport et mobilité donc, qui se produisent hors du territoire lausannois. Et puis, par contre, la portion de camembert bleu clair sur le camembert bleu en bas à gauche, c'est 22%, c'est le transport et mobilité sur le territoire lausannois. Et on a comptabilisé là-dedans le transport des Lausannois, donc les Lausannois qui partent voilà, aussi ailleurs, qui font des kilomètres hors du périmètre de la ville, mais on a aussi pris en compte les kilomètres qui sont faits par, je ne sais pas, les Veuvezans qui viennent travailler à Lausanne, peut-être les Montreusiens ou les Yverdonnais qui viennent à Lausanne pour des raisons X, Y, Z. Ce qu'on n'arrive pas à capturer, mais ce n'est pas de la mauvaise volonté ou ce n'est pas un tabou, c'est juste qu'on n'arrive pas à les capturer individuellement parce que ce serait trop compliqué au niveau des datas, des données, c'est vraiment de capturer par exemple ce que génère un théâtre ou un stade en particulier. Donc ça, ce détail-là, on ne l'a pas. Ce n'est pas un tabou, c'est juste que voilà, ce serait finalement un effort colossal. Je ne dis pas que ce serait complètement impossible, mais ce serait complètement disproportionné. Ce serait un effort colossal pour collecter ces données qui n'apporteraient pas une grande plus-value finalement. Mais non, ce n'est pas un tabou. Et puis oui, c'est une réalité. Après, on peut aussi le voir que voilà, ça dépend toujours comment les gens viennent, bien évidemment. Ça aura un impact complètement, enfin, une différence d'impact complètement drastique si les gens viennent en transport public ou s'ils viennent en voiture, bien évidemment. Après, voilà, je ne sais pas si, par exemple, dans le modèle de Madame Steinberger, il y avait aussi la culture, il y a l'accès à la démocratie, à l'échange, à la parole. Est-ce qu'il y a aussi une offre culturelle? Je ne sais pas, mais finalement, ben voilà, on peut se demander est-ce qu'on veut une offre culturelle ou pas? Est-ce qu'on considère finalement que c'est aussi quand même quelque chose qui nourrit nos vies et dont on a besoin ou pas? Et dans quel cas, peut-être c'est bien finalement qu'il n'y ait pas un stade gigantesque dans chaque village et dans chaque ville et qu'il y ait un théâtre dans chaque village. Et, enfin voilà, peut-être que ça fait aussi du sens de concentrer certaines choses, mais bien évidemment, ça pose des questions quant à la mobilité induite et à la façon dont elle est faite, avec quels moyens de transport, tout à fait. Oui, bonsoir. En ce qui concerne vos objectifs très ambitieux en termes de mobilité, est-ce que vous avez envisagé dans les mesures de passer à la gratuité des transports publics? Ça, c'est une première question. Et puis l'autre, c'est pour passer au tout électrique. Est-ce que la ville de Lausanne peut produire suffisamment d'énergie propre? Alors, pour répondre à la première question, il y a effectivement 2 mesures, sauf erreur, dans le catalogue de mesures du plan climat qui concernent finalement cette gratuité ou la tarification, en tout cas des transports publics. La première, c'est la mesure que je viens de mentionner. Donc, il y a une gratuité qui est offerte pour les bénéficiaires de prestations complémentaires AVSAI, qui le sera en fait à partir du début de l'année prochaine, sauf erreur. Et puis des réductions pour certaines autres catégories de personnes. Et puis, il y a une autre mesure qui concernait finalement une volonté, on dirait, de la municipalité qu'il y ait une nouvelle tarification, mais qui soit faite à une échelle plus large. Parce qu'il faut bien dire aussi que Lausanne, finalement, offre la gratuité à ses citoyens, ça ferait moyennement de sens si dans le reste de l'agglomération, il y a autre chose qui prévaut, en fait. Donc, c'est aussi des thématiques, en fait, qui doivent être prises à plus large échelle. Voilà, pour la première question. Et puis la deuxième, rappelez-moi. Ah oui, la production d'énergie, pardon. Oui, donc effectivement, une mobilité. Alors déjà, le but, c'est pas, comme je l'ai dit, de remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, mais de diminuer de moitié le nombre de voitures à Lausanne et ensuite de passer à de l'électrique ou éventuellement d'autres motorisations alternatives. Et puis oui, il y aurait assez d'électricité verte. Alors les services industriels délivrent déjà uniquement du renouvelable, alors pas que du renouvelable local, il y a aussi de l'achat de certificats parce qu'on produit bien évidemment pas assez par rapport à notre consommation. Mais il faut savoir que la mobilité électrique, c'est un petit delta. Ce n'est pas quelque chose qui consomme énormément, contrairement à ce qu'on entend parfois ou à ce qu'on peut penser. Donc, voilà, ce ne serait pas non plus des sauts quantiques dans nos consommations d'électricité. Je crois que le problème, il n'est pas là. Mais la mobilité électrique, évidemment, soulève aussi un certain nombre de problèmes ou de questions. Oui, Juan Ramirez, bonsoir. En fait, je vais enchaîner à peu près sur le même sujet, mais d'abord, j'aimerais vous remercier pour la présentation générale un peu de l'urgence climatique, mais aussi du plan concret de mesures à Lausanne qui peut nous inspirer.
Et puis ma question concrètement, justement, c'est par rapport à la mobilité. Et je pense qu'une ville doit montrer l'exemple. Avant de demander à tous ses concitoyens de prendre des voitures électriques, il faut déjà peut-être que nous, on mette en place des bus électriques. Et sachant qu'un bus a une durée de vie de 10 ans, ça veut dire que pour 2030, il faut commencer aujourd'hui à acheter que des bus électriques, par exemple. Alors voilà, j'aimerais savoir comment vous avez prévu de faire cette transformation, peut-être aussi à Yverdon ou à Monex, ces bus électriques. Et puis, quand même, je n'aimerais pas minimiser la question de la consommation parce qu'un bus, c'est à peu près 300 kilowatts et ça représente la consommation de 30 ménages, un bus. Ce n'est pas exagéré, mais voilà, il faut tenir compte aussi. Mais concrètement, ma question, c'est voilà, est-ce qu'on a commencé maintenant à se dire, voilà, on n'achète plus que des bus électriques, par exemple. Alors, je crois qu'il faut dire d'abord que ce n'est pas la ville de Lausanne qui a les bus, mais c'est les TL. Mais oui, il y a évidemment toute une réflexion. D'ailleurs, les TL sont aussi en train d'élaborer leur propre plan climat. Et puis oui, effectivement, il y a des réflexions et il y a des actions concrètes dans cette direction-là. Après, honnêtement, ce n'est pas moi qui m'occupe de ça non plus à la ville de Lausanne, donc je ne peux pas vous dire exactement où on en est de l'achat de bus électriques. Voilà, je ne peux pas répondre précisément ou en détail à la question, mais oui, en tout cas, ça travaille dans cette direction-là. Après, voilà, il faut aussi savoir que ça pose, par exemple, pour les bus très lourds, en fait, certaines questions aussi. Hein, le poids des batteries n'est pas évident à gérer ou à régler. Moi, j'ai une question pour Madame Steinberger, puis aussi une question pour Madame Roche. La question pour Madame Steinberger, c'est quelle lecture faites-vous en tant que scientifique, membre du GIEC, scientifique suisse des universités lausannoises, quelle lecture faites-vous du refus de la loi CO2 cette année du peuple suisse? Quel apprentissage vous voyez autour de cette votation? Voilà, quelle appréciation vous faites? Et puis j'enchaîne directement avec ma deuxième question, Madame Roche. J'ai encore une connaissance partielle de ce que vous avez fait à Lausanne, mais je ne suis pas sûre de bien connaître, ou je me pose la question si vous avez mis en place des aspects participatifs dans l'élaboration de votre plan climat et les assemblées citoyennes, et quel apprentissage vous en avez reçu. Voilà, merci. J'ai commencé pour la question de la votation sur la loi CO2. Alors, je ne suis pas spécialiste de la politique suisse, mais mon impression est que la votation a subi deux gros problèmes, c'est-à-dire qu'il y avait la campagne pour le oui n'était pas enthousiaste. Malgré certaines personnes ont été très enthousiastes et se sont beaucoup données, mais ce n'était pas un grand effort comme on aurait pu en voir dans d'autres cas. Et la campagne pour le non était très, très motivée, a fait passer beaucoup d'informations dans les médias et a eu beau jeu, en fait, de donner des arguments qui étaient des faux arguments économiques, de dire que ça allait rendre la vie plus chère, que ça allait coûter, surtout pour les populations rurales, que ça allait coûter très cher, les mesures prises, alors qu'en fait, la loi était calibrée pour qu'il y ait un mécanisme de redistribution et que ces populations-là, justement, auraient peut-être même, dans certains cas, bénéficié. Donc, il y a eu beaucoup de désinformation, mais ça rejoint peut-être la question d'une personne précédente qui a à voir avec l'éducation économique. Et c'est vrai qu'en Suisse, il y a une certaine éducation économique de base qu'on reçoit au niveau du secondaire qui fait un petit peu foi de religion qui dit si ça touche à l'économie, ça touche à tout, c'est mauvais pour tout le monde, on ne pourra plus rien faire. Donc, si quelque chose est un label de négatif pour l'économie ou négatif pour les profits, ah non, ça on est contre, on va voter contre. Et ça, la loi CO2, c'est un argument qui a été repris par les opposants de la loi CO2 qui ont dit « Ah, ça va faire du mal à l'économie ». Ce qui n'est pas vrai. Bien sûr, c'est le réchauffement climatique qui va rendre l'économie impossible, plus ou moins moyenne échéance. Mais voilà, ce sont le genre d'arguments qui fonctionnent et justement, il faut que notre démocratie soit plus forte que ces arguments-là, que notre capacité de prendre les décisions qui sont nécessaires, qui sont peut-être difficiles parfois, soit plus forte que simplement dire « Ah non, ça va couper des profits pour les plus aisés, alors ne le faisons pas ». Ça, c'est quelque chose…
où la démocratie suisse est un peu vulnérable par rapport à ce genre d'événement. Pour ce qui est de la participation, alors encore une fois, je l'ai dit, on a fait le plan climat en moins d'une année, donc on n'avait pas le loisir ou le temps de faire de la participation dans la phase d'élaboration du plan climat. On a fait de la participation à l'interne, puisque voilà, les différents services, les 40 services de l'administration lausannoise en réalité ont été consultés, on a travaillé avec eux. Donc c'est déjà assez chronophage finalement, mais hyper intéressant et puis très enrichissant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le loisir du coup d'aller au contact de la population dans le cadre de l'élaboration du plan climat. Après, il y a de nombreux processus participatifs qui sont menés par la ville de Lausanne et qui ont trait au climat finalement, qui sont sur des projets par exemple d'urbanisme. Et il y a souvent une composante adaptation dans les projets d'urbanisme. Donc il y a déjà, je dirais, des démarches participatives qui sont en cours, qui sont menées par différents services sur un quartier, sur une thématique liée par exemple à la mobilité, qui sont déjà en lien avec le climat, mais qui sont là aussi pas labellisés en tant que tels. Par contre, l'unité climat est en train de plancher sur une stratégie de participation, l'élaboration d'une stratégie de participation. On a aussi demandé et reçu dans le cadre du plan climat, du préavis plan climat, un montant financier, une enveloppe financière pour pouvoir réaliser de telles démarches. Donc ça devrait venir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion pendant la phase d'élaboration. Bonsoir, j'avais juste une question. Bernard Cousteau, municipal de la mobilité, je ne sais pas si j'ose le dire. Merci beaucoup pour ces interventions, c'était très intéressant et surtout encourageant. J'ai une petite question toute simple. Comment est-ce que Lausanne va réussir à atteindre le zéro émission net d'ici 2030, notamment en ce qui concerne la mobilité? C'est une question qui me travaille, je dois vous avouer. Alors c'est tout simple, il ne faut plus avoir de moteur thermique sur le territoire lausannois, sinon on n'y arrive pas. Et puis il faut le dire, je crois aussi, on l'a dit dans le préavis, on l'a dit très, très franchement, dans les conditions cadres actuelles, une ville telle que Lausanne ne peut pas interdire les véhicules thermiques sur son territoire. Il faut le dire. Donc voilà, il faut une évolution des conditions cadres où il faut des décisions à d'autres échelons pour qu'on puisse atteindre le zéro véhicule thermique et donc le zéro émission. Enfin, c'est un calcul qui est tout simple. Du coup, je rebondirais. Comment est-ce qu'on arrive à éviter de tomber dans une société qui est principalement axée pour les personnes qui ont la possibilité d'acheter une voiture électrique, pour éviter de rentrer dans une société trop aisée qui pourrait accéder au centre-ville? Comment on arrive à jongler avec ça? Je pense que ce n'est pas évident et on n'a pas toutes les solutions. Je pense justement à une redistribution de l'espace public pour tous les modes de transport, parce qu'il s'agit encore une fois pas juste de passer du thermique à l'électrique, mais aussi de réallouer différemment finalement les parts modales, donc de redonner finalement de l'espace aux citoyens qui se déplacent à pied, à vélo. Je pense qu'aujourd'hui déjà, on sait, un Lausannois sur deux n'a pas de voiture. Et alors moi, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas l'étude derrière, mais je suis assez sûre que typiquement les populations les plus défavorisées sont déjà celles qui n'ont pas de voiture, ou ont souvent pas de voiture. Donc voilà, c'est pas une question à laquelle je peux répondre, à laquelle on a toute la solution. On a justement des mesures d'accompagnement aussi en se disant, il y a ces subventions en fait, de transport public aussi. C'est une mesure pour aller aussi dans ce sens-là. On n'a pas, voilà. Il faudra aussi développer tout ça au fur et à mesure. C'est vraiment une thématique qui suscite beaucoup de questions. Nous vous proposons de nous laisser encore 15 minutes de questions. On va en lire quelques-unes qui sont arrivées par le chat et puis on repasse à la salle. Merci. Nous avons désormais 2 questions de Madame Ella Mona-Chevalet, dirigée à Madame Roche. Elle nous remercie tout d'abord de l'organisation de présentations très intéressantes et adresse 2 questions concernant la ville de Lausanne. La première, vous mentionnez les émissions indirectes, notamment liées à la consommation de la population. Dans ce cadre-là, est-ce que la ville de Lausanne envisage-t-elle d'agir sur la publicité, l'une des causes de ces problèmes, par exemple en interdisant la publicité dans l'espace public? Je passe directement à la deuxième question aussi. Vous mentionnez le captage et le stockage des émissions CO2. Quelle technologie la ville prévoit-elle d'utiliser?
Alors pour la première question, je dois vous avouer que je suis un petit peu empruntée. Je ne me rappelle plus si on a une action qui traite de cela ou pas, mais je ne crois pas. Et puis pour la question numéro 2, qui concerne la capture et stockage du CO2, comme je l'ai dit, on l'envisage essentiellement pour Tridel, donc pour l'usine d'incinération des déchets. Et puis, pour l'instant, on suit ça, je dirais, puisqu'il y a alors là aussi, j'ai un petit blanc, je m'excuse, un petit trou dans ma mémoire, mais c'est l'association suisse des... Il y a quelqu'un qui sait ça dans la salle, AZ, c'est ça? AZ, je crois. Donc, c'est l'association suisse des usines de traitement et de valorisation des déchets, qui a déjà un pilote à l'Intal, dans le canton de Glaris, ou qui est en train de le mettre sur pied. Et donc, ben voilà, Tridel suit ça de près. Nous, on table sur une introduction à partir de 2040, on va dire. On est assez, je dirais, précautionneux ou conservateur. On ne mise pas sur ça déjà d'ici 10 ans. Peut-être que ça va se développer plus rapidement. On ne voulait pas avoir des calculs trop optimistes, on va dire. Donc, voilà. Mais ce serait essentiellement justement pour ces émissions de combustion donc, à l'usine d'incinération des déchets. Merci beaucoup. Je poursuis donc quelques questions sur le chat. Il me semble que les 2 prochaines sont aussi pour vous, Madame Roche. Elles sont posées par Monsieur Nicolas et je pense qu'il n'y a pas de nom de famille qui se suit, donc je ne vais pas le lire. Donc la première question, combustion des déchets et climat nous sont rappelés aujourd'hui à Lausanne par la présence de dioxine d'un plaçablement du sol de la ville. Les bénéfices d'une réduction de notre consommation et de nos déchets sont parfaitement tangibles sous cet angle aujourd'hui. Pourquoi pas ne pas en profiter, entre guillemets, pour sensibiliser la population sur la problématique des déchets et son lien avec notre environnement direct. En effet, chaque déchet non brûlé, c'est autant de problèmes d'avenir éliminés. Alors, bon, moi, je ne traite pas du tout du dossier dioxine, donc je vais peut-être pas en parler. Mais alors, peut-être ce que je peux dire, ce qu'on prévoit en fait dans le plan climat au niveau des déchets. Alors, on table sur une réduction du volume de déchets. Je ne me rappelle plus exactement l'ordre de grandeur, c'est sauf erreur 15%. Mais voilà, il s'agit de réduire le volume de déchets d'une part, de changer, de modifier la composition des déchets d'autre part, donc passer plus vers du biosourcé plutôt que des emballages basés sur des fossiles, sur du plastique. Et puis finalement, c'est ce dont on vient de parler, d'avoir des solutions de capture et stockage du CO2 à la sortie de l'usine d'incinération, puisque tant qu'on brûlera des emballages, des déchets, on aura des émissions. Voilà ce que je peux dire sur les déchets et le plan climat. Merci beaucoup. Je pose donc la 2e question de Monsieur Nicolas. Lausanne est une ville au patrimoine géologique glaciaire absolument magnifique. Les Lausannoises et Lausannois de centre-ville en ont un bref aperçu lors du percement du tunnel du M2 lors de l'effondrement de la place Saint-Laurent. Pourquoi donc ne pas en faire de Lausanne, à court terme, la capitale de la décarbonation? Merci. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Je suis désolée, je peux la relire, mais je ne saurais pas l'interpréter, non. Alors, disons peut-être juste, on va sûrement pas devenir la capitale mondiale de la décarbonisation, mais enfin, on fait tous les efforts pour se décarboniser. Je crois que c'est ce que j'ai essayé de montrer finalement dans la présentation, et c'est ce vers quoi tend le plan climat de la ville de Lausanne. Bonjour, merci pour vos présentations. Je retiens une chose que j'entends très peu, c'est qu'il faut penser à réduire notre consommation. Et je vous remercie pour ce message, il me semble important. Ma question, j'en avais plein, j'ai dû en choisir une. Est-ce que le fait de parler d'urgence climatique ne nous conduit pas, d'une certaine façon, à prendre des mesures qui relèvent plus de la démagogie ou des mesures séduisantes qui n'ont aucun fondement scientifique? Par exemple, le photovoltaïque, l'éolien, le solaire, le stockage du CO2, alors qu'on commence à s'apercevoir que ces technologies ne permettent pas de créer ou d'envisager ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt... Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que l'urgence climatique ne conduit pas les politiques à prendre des décisions qui n'ont aucun fondement scientifique? Est-ce que je peux vous retourner la question et vous demander si le solaire, l'éolien, etc. ne participent pas à la transition énergétique? Quels seraient du coup les vecteurs énergétiques qui devraient le permettre? Alors, je pourrais m'entretenir une heure là-dessus, sur pourquoi l'éolien n'est pas un vecteur de transition énergétique, pourquoi
le photovoltaïque non plus, pourquoi la production d'hydrogène non plus ne sont pas des solutions qui vont nous permettre de continuer à vivre aussi avec notre confort actuel dans les conditions similaires. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Différentes entreprises françaises, notamment Carbone 4 et le Shift Project, montrent que ce n'est pas possible, que ça ne marche pas. La France a dépensé entre 10 et 15 milliards d'euros pour créer de l'éolien offshore. Ça ne fonctionne pas. Avec la même somme, et c'est pour ça que je parle d'urgence et de solutions qui relèvent plus de la démagogie. Avec la même somme, par exemple, Carbone 4 montre qu'on aurait pu offrir une pompe à chaleur et isoler tous les bâtiments de France. Ou avec la même somme, doubler toutes les voies de circulation automobile en France pour permettre à des vélos de circuler. Autrement dit, on s'est engouffré dans une brèche qui par l'urgence climatique, a fait que politiquement, on a choisi une voie qui s'avère être aujourd'hui une erreur. L'Espagne a fait le choix de l'éolien, elle s'est trompée. Aujourd'hui, elle est dans des grosses problématiques dues à la compensation du manque d'énergie éolienne par la production d'électricité produite à partir de gaz. Le Danemark a fait la même erreur. Ils sont en train de revenir en arrière. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de réfléchir, de s'arrêter, de se dire, bon, mais, et vraiment, il y a urgence, certes, mais est-ce que les solutions qui nous sont proposées, est-ce qu'elles ne méritent pas d'être réfléchies un peu plus en avant? Donc moi, j'ai travaillé sur ce plan climat, donc ce serait peut-être pas à moi de dire est-ce que ce plan climat est bon ou mauvais, en fait, et les solutions qui sont proposées sont bonnes ou mauvaises. Donc, je ne sais pas, en fait, qui devrait répondre à cette question, mais peut-être pas moi, en tout cas, pour ce plan climat. Ça me semble un peu difficile. Moi, je peux essayer d'apporter une réponse. Donc, je pense que, en fait, donc d'abord, est-ce que de parler d'urgence climatique nous amène à une démagogie? Non. Il faut parler de la réalité scientifique. La réalité scientifique, c'est que nous sommes déjà dans une situation catastrophale qui va le devenir de plus en plus. Et il faut aussi comprendre que nous sommes là à cause d'un certain fonctionnement économique et industriel. Donc, il faut aussi comprendre les causes de ce retard d'action, de cette action qui a eu des délais, qui a été empêchée à beaucoup de niveaux. Justement, et la raison pour laquelle nous sommes dans une urgence totale, c'est parce que c'est à cause de ces grands efforts de désinformation de beaucoup de secteurs industriels. Donc, tout ça, il faut, avec la complicité de certains politiques. Donc, tout ça, il faut bien comprendre que c'est pas parce que ça amuse les scientifiques de parler d'urgence climatique que nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence à cause de problèmes économiques et politiques qui ont empêché la science d'être perçue comme réelle. Ensuite, je pense qu'il est faux de vouloir toujours trouver une solution. On n'a que beaucoup de solutions différentes qui s'accommodent plus ou bien entre elles selon les circonstances. Selon mes collègues du GIEC, ce n'est pas du tout le cas que l'éolien et le solaire ne sont pas des solutions adaptées. Ce sont des solutions adaptées à l'intérieur d'autres qui s'entrecroisent avec d'autres solutions aussi. Et par exemple, j'étais au Royaume-Uni, où le Royaume-Uni est un pays magnifique, mais on ne croirait pas, pour le solaire photovoltaïque. On avait énormément de production de solaire photovoltaïque, bien sûr, plus en été qu'en hiver. Mais c'était une décision politique de détruire cette industrie, de détruire cette source d'énergie locale qui s'est faite il y a 5 ans, et ça a détruit une industrie locale aussi. Mais la production qui a pu être lancée pendant la décennie précédente est quand même assez forte. Donc, il n'y a jamais une seule solution, il faut toujours penser à un ensemble. Et je pense qu'une des grandes pièces du puzzle, c'est en effet ces économies d'énergie, c'est d'arrêter de surconsommer. Ça, c'est peut-être la première chose à faire, la première piste la plus prometteuse, mais il faut aussi les autres. Il faut arrêter, il faut diminuer la consommation et augmenter les sources d'énergie bas carbone. L'éolien, le solaire photovoltaïque et autres, y figurent très certainement. Merci beaucoup. Je continue avec une question pour Madame Steinberger de Mohamed Sfir, de l'École d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Il nous dit, dans cette lutte contre les changements climatiques, comment peut-on prendre en compte l'effet de la compensation et de l'interscalarité du moment qu'on est devant un problème qui dépasse largement les frontières nationales?
Donc, ma question est sur la place de la coopération internationale dans l'objectif d'atténuation des changements climatiques. Je vous remercie. Ça, c'est de nouveau une question difficile. Je ne suis pas spécialiste de la politique internationale autour de des mécanismes de compensation, mais je sais qu'en fait, au niveau international, on est dans une situation d'injustice climatique qui est un énorme scandale du fait que les pays qui ont le moins produit de gaz à effet de serre pendant toute leur existence et qui ont toujours des niveaux très, très bas, ont le plus d'impact et le moins de moyens de parer ces impacts et de récupérer de ces impacts quand ils arrivent. Donc, la situation est on ne peut plus injuste. Et on a, par exemple, des comptabilisations qui montrent que le 10%, ce que je vais me trouver, le 1% le plus riche, des personnes les plus riches au monde, émet plus de gaz à effet de serre en un an que plus de 2 fois le nombre de gaz à effet de serre en un an que le 50% le plus pauvre de la population mondiale. Donc, on est vraiment dans une situation d'injustice incroyable. Et pour cela, au niveau international, il faut des mécanismes de compensation. Il faut permettre aux pays qui ont moins de moyens d'avoir accès aux technologies, par exemple sans brevet, d'avoir accès au financement pour pouvoir transformer leur infrastructure, de ne pas être sous une dette roulante, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les richesses et les ressources viennent toujours du sud vers le nord. Donc, un des mécanismes les plus importants de financer la transition climatique pour les pays en voie de développement, ce serait d'annuler la dette. Chaque année, nous recevons beaucoup, beaucoup plus d'argent de leur part que nous leur donnons en assistance au développement, etc. Donc, annuler ce scandale de la dette internationale qui continue depuis des décennies, ce serait peut-être un des leviers les plus importants, mais bien sûr, personne ne va en discuter parce que les pays qui sont actuellement dans une posture de pouvoir bénéficient de ces versements de façon continue. C'est un scandale monstrueux. Un des pays les plus vulnérables au réchauffement climatique, le Bangladesh, a parmi les dettes et les versements de dettes les plus hauts au monde. Donc, l'injustice, elle est vraiment grandiose. Ça, c'est un scandale qui mériterait beaucoup plus d'attention. Oui, j'ai une question pour Madame Steinberger. Mais déjà, merci beaucoup à toutes les deux pour ces présentations qui sont vraiment très, très stimulantes. La question que j'avais, c'est par rapport au tableau que vous nous avez montré justement sur la corrélation des différents pays, où on peut les situer par rapport à leurs objectifs, par rapport à cette théorie du donut. Est-ce qu'il y a le même genre de tableau pour les villes? Et puis, est-ce qu'il y a quelques villes qui au moins seraient dans le bon quartier, qui seraient des modèles à suivre, ou même au niveau des villes, il n'y a pas de modèle à suivre? Alors, d'abord, la réponse est non. Les données, là, on les avait au niveau national. Et en fait, ça demande un effort d'accumulation de données assez faramineux. Donc, c'est assez difficile de le faire à une échelle plus régionale. Je sais que Kate Rayworth et puis mon collègue Andrew Fan sont en train de réfléchir à comment faire des désagrégations plus régionales. Ils sont aussi en train de travailler beaucoup sur le concept du donut des villes, qui sont des stratégies pour que les villes réfléchissent à comment s'inscrire de façon environnementalement et socialement correcte au niveau local et au niveau global. Et ça, je pense que c'est une perspective intéressante pour toute ville, de permettre de se resituer par rapport à son cahier des charges. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire, moi je fais du transport, moi je fais de l'habitat, moi je fais de l'éducation, etc. Mais comment est-ce qu'on arrive à contribuer à ce que ces buts beaucoup plus larges et plus fondamentaux soient réalisés au sein de nos activités? Je pense que c'est ça. C'est une des choses que permet le donut des villes dans son processus. Par contre, les villes, on n'a pas les données. Enfin, j'ai travaillé sur les villes, donc je connais un petit peu les données qu'on a. Le problème des villes, c'est que souvent les populations qui habitent sont riches, et tout le monde qui est plus riche que d'habitude a une empreinte carbone et de gaz à effet de serre plus grande que la norme. Et ça, on n'y coupe pas. Donc ça, c'est vraiment, plus on a de l'argent, plus on le dépense, et plus on contribue à ces problèmes.
Et c'est donc les populations qui habitent dans les villes, du fait qu'elles ont ces revenus qui seraient plus élevés que la moyenne, vont avoir des impacts environnementaux plus grands que la moyenne. Donc, il faut absolument réfléchir à des concepts, par exemple, de suffisance énergétique, c'est-à-dire réfléchir au fait qu'il y a un certain niveau de consommation au-delà duquel on n'est plus en train de contribuer au bien-être, à la qualité de vie, et bien au contraire, on est en train de passer dans l'autre versant, c'est-à-dire qu'on est en train de contribuer à un problème irréversible et terriblement grave, et donc de situer la réflexion des villes autour de cette question de suffisance. Je pense que, par exemple, la réflexion qu'a fait la maire de Paris autour des quartiers de 15 minutes, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à se localiser dans nos quartiers et à tout faire à l'intérieur de 15 minutes à pied ou en vélo, ça c'est quelque chose qui a une notion de suffisance. On se suffit dans son quartier. Donc on se suffit dans un habitat qui est plus petit, on se suffit avec une consommation alimentaire par exemple basée sur les plantes plutôt que basée sur les produits animaux, ça c'est très important, on n'y coupera pas, on ne devrait pas y couper actuellement. Et donc, on a des stratégies axées autour de la suffisance, c'est avec ça qu'on va pouvoir y arriver. Et en contrepartie, une production décarbonée et environnementalement correcte. Mais c'est un grand challenge, bien sûr. Bonsoir, j'ai une question au niveau donc, du plan climat ambitieux au niveau de Lausanne. Pour arriver aux objectifs, je suppose qu'il faut une adhésion totale des Lausannoises et des Lausannois. Et quel travail en fait est effectué pour obtenir cette adhésion au niveau de Lausanne? Tout à fait. Alors effectivement, la sensibilisation, l'adhésion, la participation, l'accompagnement au changement aussi sont des éléments importants sur lesquels justement, je l'ai mentionné tout à l'heure, on travaille actuellement sur l'élaboration d'une stratégie pour faire cet accompagnement au changement, cette participation, et ainsi essayer de susciter l'adhésion, de lever les barrières aussi. C'est pour ça que je parle aussi d'accompagnement au changement. Il s'agit aussi de comprendre finalement les besoins ou les blocages pour différents groupes de population. Pas tout le monde a la même problématique. Si vous êtes propriétaire ou disons, si on parle de rénovation, finalement, il faut qu'on s'adresse essentiellement aussi aux propriétaires et qu'on trouve aussi quels sont les freins et quelles sont les solutions. Si on parle de mobilité, ça va toucher tout le monde. Enfin, voilà, il y a aussi différentes thématiques qui touchent différents groupes de personnes. Pour rien vous cacher, je trouve que ce n'est pas évident parce qu'effectivement, c'est tellement de thématiques, tellement de groupes de population différents. Ce n'est pas tout simple, mais oui, tout à fait, c'est un élément très important. Et peut-être un autre élément dont on a un peu pas énormément parlé, c'est justement l'évolution des conditions cadres. Ça, je crois aussi, il faut le dire, hein, pour atteindre les objectifs de la ville de Lausanne. Alors, il y a les propres actions de la commune, il y a effectivement le comportement de tous les citoyens, de l'adhésion, comme vous le dites très justement, et puis il y a l'évolution des conditions cadres sans lesquelles on n'arrivera pas non plus à tenir ces objectifs. Merci pour cette conclusion, en fait. Nous arrivons désormais à la fin de cette soirée. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions. En tout cas, ce n'est qu'un premier pas, une première démarche. Je vous remercie en tout cas les deux intervenantes pour leur riche échange et présentation. On est bien nourris et alimentés. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous informe aussi que la prochaine conférence traitera de la question des labels énergétiques. La date n'est pas encore fixée, mais elle aura lieu probablement entre janvier et février 2022. Nous vous rappelons aussi que, étant donné que la conférence a été filmée, vous pouvez sans doute la regarder encore une fois, ainsi que toutes les 5 autres conférences sur le site internet de la ville. Pour les personnes présentes, enfin, on arrivera à l'apéritif, où ce sera aussi un moment d'échange informel. Et pour les personnes tranquillement chez eux, on vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.